Bonjour à tous, je m'appelle Louis Pissarro, je suis chef d'équipe à United et au nom de toute notre organisation, je voudrais vous souhaiter la bienvenue à notre symposium dans le cadre de cette conférence Afravi. Je voudrais tout d'abord évidemment remercier tous les organisateurs de cette conférence, très importante pour le monde francophone. Et sans plus tarder, je voudrais donner la parole à notre directeur exécutif, le docteur Philippe Dunton. Philippe, à toi. Chers collègues, chers partenaires, chers amis, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour ce symposium. C'est une tradition maintenant. United a été très fidèle à Fravillage parce que nous pensons qu'il est essentiel d'échanger en français avec vous sur nos enjeux et puis sur nos réalisations communes. Le symposium aujourd'hui est organisé malheureusement de façon virtuelle. J'aurais préféré qu'on soit tous au Sénégal, comme prévu, mais voilà, c'est une des conséquences du Covid. Mais c'est organisé autour des partenariats, autour de l'accès, autour des personnes qui ont besoin d'avoir accès aux soins, notamment en matière de VIH. Ça nous permet de faire le bilan, où en sommes-nous, qu'est-ce qui fonctionne peut-être moins bien et sur lequel on devrait travailler. Et c'est pour aussi témoigner de ces réalisations. Travailler dans l'innovation santé, c'est travailler autour de la simplification, un comprimé pédiatrique, travailler autour de l'accélération, comment on peut aller plus vite, évidemment, pour faire pénétrer l'innovation, comment on transforme les systèmes en s'adressant aux personnes elles-mêmes. C'est le cas, par exemple, de l'autotest. Donc, ce sont toutes ces informations-là que nous allons échanger dans un esprit ouvert, dans un esprit, encore une fois, de partenariat, parce que c'est comme ça qu'on travaille à United. On ne travaille jamais tout seul, on travaille ensemble pour trouver des solutions ensemble pour qu'elles puissent bénéficier aux personnes qui en ont besoin. Donc, je vous remercie vivement non seulement d'être présent aujourd'hui, mais aussi du travail que vous faites au quotidien dans les pays, souvent dans des conditions difficiles, et on espère qu'on vous accompagne au mieux, et c'est aussi de ça dont on va parler aujourd'hui. Merci encore de votre attention, et à très bientôt. Merci beaucoup Philippe pour ces mots d'introduction et très rapidement je voudrais passer la parole au professeur Awa Marie Kolsek. Nous sommes très honorés de vous avoir avec nous aujourd'hui. Vous êtes aujourd'hui ministre d'État auprès du président de la République. Vous avez été longtemps ministre de la Santé et puis de manière plus générale, vous êtes une des grandes dames de la santé mondiale, particulièrement dans le milieu francophone. Donc à vous la parole maintenant. Chers amis, mesdames et messieurs, le symposium qui nous réunit me donne l'opportunité de partager avec vous certains défis communs à la pandémie de la COVID-19, au VIH-Sida et à la tuberculose dans notre sous-région de l'Afrique centrale et de l'Ouest. L'épidémie de la COVID-19, même si elle est préoccupante, ne devrait pas occulter les autres priorités de santé publique. Vu le temps qui m'est imparti, je vais me concentrer sur 5 défis qui me paraissent essentiels. Premier défi, renforcer le système de santé car sa faiblesse a fait l'objet de panique et d'alerte dès le début de la pandémie à la COVID-19. Le fait que l'Afrique et particulièrement la sous-région s'en soit relativement bien sortie ne nous autorise nullement à verser dans l'autosatisfaction et dans la négation de la persistance de l'épidémie. Nous devons renforcer nos systèmes de santé à tous les niveaux de la pyramide sanitaire en ne négligeant aucun pilier. Nous devons également capitaliser les expériences passées de surveillance et de lutte contre les épidémies, surtout celles à virus Ebola, et rester vigilants. Deuxième défi, l'approche intégrée
des différents programmes de santé au niveau opérationnel, mais aussi au-delà du secteur sanitaire, a prouvé son efficacité et doit devenir une norme. Ce contexte de pandémie nous apprend encore une fois que les déterminants et l'impact vont au-delà du système de santé. C'est là où la multisectorialité et la notion de One Health prend toute sa dimension. Troisième défi, l'engagement communautaire qui permet de renforcer les capacités de résilience des populations, la pérennisation des changements de comportement et l'appropriation des résultats de la recherche au-delà des rumeurs. Quatrième défi, celui de l'innovation et de la créativité, tant au plan des nouvelles technologies que dans les modèles de financement. Il faut libérer les initiatives. Nous avons beaucoup appris et apprenons au quotidien de la COVID. Des inventions technologiques comme l'utilisation de drones pour transmettre des messages dans les zones rurales en Côte d'Ivoire ou encore délivrer des prélèvements aux laboratoires médicaux au Ghana et au Rwanda. Il faut ajouter la flexibilité des financements au plan national et international, comme la reprogrammation d'une partie des ressources ciblées du Fonds mondial, de l'UNITAID, de la Banque mondiale ou de la Banque africaine de développement pour financer la lutte contre la COVID-19. Mais on pourrait également citer la mobilisation de ressources nationales et locales, comme le Fonds Force COVID-19 au Sénégal. Enfin, le cinquième et dernier défi à relever est celui de l'indépendance stratégique et économique, à partir de nos réalités, de nos propres forces. Cette indépendance nous pousse à impulser une industrie pharmaceutique dynamique et forte, adossée aux atouts de la pharmacopée traditionnelle, et à mieux valoriser la recherche scientifique et technique pour un accès équitable aux outils diagnostiques, aux médicaments et aux vaccins sur notre continent. Tous ces défis ne pourront être relevés sans un leadership et un engagement fort. La volonté politique devra s'exercer en maintenant la santé au centre des enjeux de développement de nos pays et en privilégiant les stratégies inclusives et holistiques. Je vous remercie de votre aimable attention et vous souhaite un excellent. Merci beaucoup, professeur. Je pense que nous sommes très sensibles à ces défis, notamment autour de l'innovation, autour des communautés, et nous essaierons donc d'aller de l'avant. Maintenant, je voudrais donner la parole à Madame Stéphanie Seydou, qui est ambassadrice française pour la santé mondiale, membre du conseil d'administration d'United. Stéphanie, à toi. Madame la ministre, Awa Kolsek, Monsieur le directeur exécutif, cher Philippe, Mesdames et Messieurs, c'est avec un immense plaisir que je vous retrouve virtuellement depuis Paris, malheureusement pas à Dakar, pour ce symposium. Et je salue United pour son invitation, ainsi que le travail remarquable fait par les équipes de la FRAVI et par le gouvernement sénégalais pour tenir ce symposium malgré les circonstances. Le programme porte bien sûr sur l'impact du Covid-19, mais il permettra également de rappeler l'importance de l'innovation en santé et le développement des approches intégrées, tuberculose, VIH, nutrition, santé maternelle et infantile, qui sont tous des thèmes très chers à la France et à United. Je suis heureuse aussi de voir qu'il sera question dans quelques minutes de la série MTV Shuga que j'ai le plaisir de voir lancer en Côte d'Ivoire l'année dernière. C'est très important de s'adresser aux jeunes avec un message d'humour, un message également qui les touche au plus près et qui permet de les éveiller sur les questions qui sont de leur propre intérêt, comme notamment celle sur la santé sexuelle et reproductive. Et cette série est tout à fait révélatrice de ce que sait faire United en innovation. Elle ne passe pas uniquement par la recherche clinique, mais aussi, bien sûr, par des méthodes de prévention innovantes. Je suis convaincue que la tenue de cette table ronde
est plus que jamais indispensable en ces temps de pandémie mondiale. Nous savons que la crise a déjà eu et aura encore des conséquences importantes sur l'accès à la santé. Et sur ce point, je tiens à saluer la très grande réactivité d'United qui a su immédiatement se mobiliser pour assurer la continuité de ses actions pour la lutte contre les 3 pandémies, tout en mettant à disposition des pays des moyens supplémentaires pour lutter contre la crise. Et ça s'est fait sous l'impulsion de Philippe Duneton, de Marissa Louterène, la présidente du conseil d'administration, et des membres de ce conseil dont la France, que je représente, fait partie. Au-delà, nous devons être intransigeants sur la mise à disposition d'un accès rapide, à prix abordable et de manière équitable aux outils contre le Covid-19 pour tout le monde, pour tous ceux et toutes celles qui en ont besoin, indépendamment de leur situation géographique et indépendamment de leur statut socio-économique. United s'est fortement impliquée dans le pilier traitement d'ACTA et dans les groupes de travail sur l'accès aux diagnostics et sur les systèmes de santé. La France soutient cette réponse systémique apportée par ACTA et a, jusqu'à présent, apporté une contribution de 10 millions d'euros à United pour son action spécifique sur l'accès au traitement. United assure aussi un rôle important via son Medicine Patent Pool sur la négociation des licences volontaires et sur la mise en commun des brevets des futurs traitements et vaccins contre le Covid-19, comme elle l'a fait ces dernières années, sur l'accès au traitement contre le sida et au traitement contre l'hépatite. La mise sur le marché de nouveaux tests antigéniques pour les pays en développement ou encore les recherches sur l'emploi des anticorps monoclonaux pour soigner les malades du Covid sont 2 exemples des avancées remarquables et rapides permises par la coopération scientifique et politique et par l'impulsion d'United. Mais je n'oublie pas que cette année devait être celle du bilan des 3,90 qui ne seront malheureusement pas atteints. Or, nous devons absolument sécuriser les avancées obtenues et pour cela, il nous faut renforcer la riposte au VIH et à la tuberculose, rattraper le retard pris et garantir à chacun l'accès à la santé. Nous avons besoin pour cela de la mobilisation, de l'intelligence et du savoir-faire de tous. La grande qualité des personnes présentes ne me laisse aucun doute sur le caractère fructueux de vos échanges. Permettez-moi de terminer en félicitant le Dr Duneton pour sa nomination comme directeur exécutif United. Je sais que l'organisation est entre de bonnes mains et qu'elle continuera ainsi à œuvrer dans le respect des valeurs qui nous sont chères, l'équité, le respect des droits humains et de genre, ainsi que l'attention spécifique portée aux personnes vulnérables. Je vous remercie à nouveau pour cette invitation et je vous souhaite d'excellents échanges. Merci beaucoup, Stéphanie. Je pense que nous sommes tous très conscients du rôle fondamental qu'a joué la France dans la lutte contre la Covid, en partant par le président Emmanuel Macron, évidemment vous, Stéphanie, et toute votre équipe. Je voudrais maintenant donc qu'on donne la parole aux projets concrets qui sont menés sur le terrain. Nous allons démarrer avec 2 projets autour du diagnostic. Tout d'abord, le projet Atlas, mené par l'ONG Soltis et ses partenaires. Je donne rapidement la parole à la directrice du projet, Madame Clémence Duminck-Aïdara. Bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Clémence Duminck-Aïdara, je suis la directrice du projet Atlas et j'ai le plaisir aujourd'hui de vous faire une présentation qui s'intitule « Améliorer le dépistage au sein des populations clés grâce aux autotests, exemple de la Côte d'Ivoire, du Sénégal et du Mali ». L'épidémie de VIH/SIDA en Afrique de l'Ouest a toujours eu un taux de prévalence assez faible dans la population générale, contrairement à celle de l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe. Aujourd'hui, alors que la situation générale de la lutte contre le sida montre des résultats encourageants, l'Afrique de l'Ouest est toujours en difficulté pour atteindre les objectifs qu'elle s'est fixés. Les populations à haut risque d'infection restent des populations vulnérables en raison de leur stigmatisation, de la discrimination persistante, mais aussi de la criminalisation de certains comportements dans plusieurs pays de la sous-région. Ainsi, il est nécessaire de mettre en œuvre de nouvelles stratégies de dépistage pour atteindre ces populations. Ceci dans un contexte socio-culturel spécifique et dans l'objectif d'aller au-delà des populations clés déjà touchées par les programmes existants. L'autodépistage du VIH est un processus par lequel une personne prélève son propre échantillon, salivaire ou sanguin,
au moyen d'un kit de test rapide. Elle peut ainsi effectuer le test et interpréter le résultat, généralement dans un cadre privé, seul ou en présence d'une personne de confiance et au moment où elle le souhaite. Il s'agit d'un outil efficace et sûr avec une forte acceptabilité. L'autodépistage est un outil de triage. Tous les résultats réactifs doivent être suivis d'autres tests effectués par un prestataire formé. Le projet Atlas contribue à réduire la morbidité et la mortalité due au VIH-Sida en améliorant l'accès à l'autotest du VIH et en assurant un lien efficace avec les services de prise en charge. Pour cela, 3 objectifs majeurs: participer à l'introduction et au déploiement à grande échelle de l'autotest, diversifier les canaux de distribution pour atteindre les populations cibles et donc principalement les populations clés, mais également générer des données probantes sur les résultats et l'impact des interventions par des études scientifiques. Le projet est mis en œuvre par le consortium Soltis en collaboration avec l'Institut de recherche pour le développement, en collaboration technique avec l'Organisation mondiale de la santé, sous l'égide des différents ministères de la santé, programmes, départements ou cellules de lutte contre le VIH et en lien avec 27 organisations de la société civile. Les partenaires de recherche également sont impliqués dans le projet sous la coordination de l'IRD et enfin, nous collaborons régulièrement avec des projets partenaires également soutenus par United, que sont le projet STAR piloté par PSI ainsi que l'initiative MTV Sugar Baby. De manière plus concrète, les stratégies de dispensation du projet Atlas reposent sur une combinaison de 2 méthodes principales de dispensation, l'une primaire et l'autre secondaire. La dispensation secondaire, qui est vraiment l'innovation majeure du projet, c'est un aspect fondamental de la stratégie. Il s'agit de remettre des autotests de dépistage à certaines personnes qui elles-mêmes vont le remettre à leur réseau de pairs, de partenaires, de clients, de connaissances. L'objectif ici est vraiment d'atteindre les populations dites cachées et qui n'ont pas été testées pour la plupart d'entre elles et donc ne connaissent pas leur statut et qui sont particulièrement difficiles à atteindre. Cette stratégie démontre son efficacité puisqu'aujourd'hui, plus de 80% des autotests dispensés en cadre du projet Atlas le sont en distribution secondaire. De manière plus détaillée, vous voyez ici les sites de dispensation qui ont été mis en place dans le cadre du projet Atlas. Aujourd'hui, près de 140 sites dispensent les autodépistages au Sénégal, au Mali et en Côte d'Ivoire. Le premier axe concerne la dispensation à base communautaire, avec un focus sur la distribution secondaire, dans les lieux principalement de regroupement des populations clés, mais aussi lors de visites à domicile, lors de stratégies avancées également, mais aussi une distribution primaire et secondaire dans des structures fixes, que cela soit des centres dédiés aux populations clés, qui peuvent être soit des structures publiques ou communautaires, ou lors de consultations. Le projet Atlas comporte également des activités de recherche, dont les questions s'articulent autour des stratégies de dispensation d'Atlas, et qui ont été co-construites avec les équipes opérationnelles. Elle vise à décrire, comprendre les effets sociaux, sanitaires, épidémiologiques et économiques de l'introduction de l'autodépistage dans ces 3 pays. Elles comprennent à la fois des enquêtes qualitatives dans les différents canaux de dispensation, une enquête quantitative auprès des utilisatrices et utilisateurs de l'autodépistage, mais également un volet économique et de modélisation des impacts. L'un des facteurs clés de réussite du projet est basé sur l'implication et la participation active des populations clés. En effet, ces personnes ont été associées tant au niveau des définitions des stratégies, mais aussi leur révision régulière, l'adaptation des supports de dispensation, et également la création de la demande via des outils de sensibilisation, et enfin, une participation active dans les enjeux de capitalisation, mais aussi de dissémination des leçons apprises. Depuis un peu plus d'1 an, plus de 120 000 kits ont été dispensés sur les 3 pays, dont près de la moitié en Côte d'Ivoire. La croissance a été continue et de manière progressive. Cette progressivité était une volonté des partenaires du projet de manière à assurer une bonne qualité de la dispensation dans les 3 pays. Par ailleurs, vous notez un léger fléchissement de la courbe au moment de l'épidémie de Covid. Concernant la répartition des autodépistages par type de canal, aujourd'hui, 90% des autotests sont dispensés en direction des populations clés. Travailleurs et travailleuses du sexe, usagers, usagères de drogue et hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes. Par ailleurs, rien que la population des travailleurs et travailleuses du sexe représente 70%
des kits dispensés. Un point important aussi à souligner, c'est que 85% des autotests sont dispensés lors de stratégies communautaires et notamment de stratégies avancées. Enfin, à votre droite, vous voyez que la répartition des autotests entre sexes et par âge montre une forte prédominance des femmes avec plus de 70%, mais aussi, on peut noter également qu'une part importante des autotests sont dispensés auprès des jeunes et notamment des jeunes femmes. Après plus de 2 ans de mise en œuvre du projet, on peut noter un certain nombre de réalisations. Tout d'abord, le projet a réussi à avoir une approche pleinement intégrée au niveau national, c'est-à-dire qu'il est complètement imbriqué dans les différents programmes de dépistage du VIH, les stratégies d'approvisionnement, mais également le système d'information sanitaire. Et également, il se base sur des documents normatifs et stratégiques établis par les pays sous l'égide des ministères de la Santé. En collaboration avec l'OMS, nous avons également développé des outils et des modules de formation qui ont permis de former plus de 1200 personnes dans les 3 pays. Par ailleurs, de manière participative, un travail d'adaptation aux réalités de notre région des outils de support à la dispensation et de sensibilisation ont été réalisés. Des supervisions conjointes et régulières ont lieu et des révisions participatives des stratégies opérationnelles sont également organisées de manière régulière. Ceci a permis aujourd'hui d'atteindre près de 140 sites opérationnels au bout d'un peu plus d'1 an de mise en œuvre et également plus de 120 000 kits dispensés dans les 3 pays. En termes de perspective, ce qu'on peut noter peut-être, c'est 3 enjeux clés. Tout d'abord, le fait que dans le cadre de la mise en œuvre de l'autodépistage, nous avons rencontré des défis concernant le suivi systématique du résultat. En effet, ce suivi systématique n'est pas recommandé dans le cadre de l'autodépistage, encore moins dans le cadre de la distribution secondaire et des populations clés, dont certaines ne souhaitent pas être identifiées ou connues. On a noté cependant que du fait du lien de confiance entre les usagers et usagères et les agents dispensateurs, il y avait souvent un retour d'information spontané concernant le résultat du test. Par ailleurs, on a pu noter qu'il y avait parfois des conflits potentiels avec d'autres programmes basés sur la performance, notamment lorsqu'il y avait des incitations financières. Ce travail d'adaptation continue et d'innovation, il doit se poursuivre avec la participation active des populations cibles et aussi des agents dispensateurs. Concernant toujours l'impact de la crise de la Covid-19, nous avons noté bien évidemment un impact important au début de la crise, donc sur la période principalement mars, avril, mai, des activités communautaires, notamment des activités de rassemblement qui n'ont pas pu avoir lieu ou l'impact du couvre-feu sur les activités liées au travail du sexe. Cependant, nous avons noté une adaptation importante des activités, par exemple le fait de remettre des kits d'autodépistage lors de visites à domicile, mais également la création de groupes sur WhatsApp, qui est un outil très utilisé au sein des communautés et qui a permis de maintenir malgré tout l'accès au dépistage du VIH, tout en limitant les contacts. Je vous remercie pour votre attention. Je vous invite également à nous rejoindre lors du symposium organisé sur le projet Atlas, où vous aurez des informations plus détaillées, ainsi qu'à suivre les différents posters. Je vous invite également à nous suivre sur les réseaux sociaux et à consulter notre site Internet et surtout à nous contacter en cas de besoin d'informations complémentaires. Merci bien. Merci beaucoup Clémence et bravo pour ce travail impressionnant que vous faites avec à la fois l'innovation technologique, l'innovation sociale. Nous sommes très fiers d'appuyer ce projet à United. Rapidement, je vais passer maintenant la parole à Madame Sarah Piotte, qui est la directrice exécutive adjointe de la fondation MTV. C'est aussi un projet très innovant en matière de communication visuelle que je vous invite à découvrir tout de suite. À vous. Bonjour, je suis Sarah Piotte, la directrice adjointe de la fondation MTV Staying Alive. On est derrière la campagne MTV Shuga qui vise à sensibiliser les jeunes à travers des séries télévisées et d'autres médias. MTV Shuga a commencé il y a 10 ans au Kenya et c'est une campagne d'éducation pour des jeunes qui délivrent des messages de santé sexuelle par le biais des séries télévisées et d'autres contenus médiatiques créatifs.
Depuis le Kenya, on est allé aussi au Nigeria, on a fait 4 campagnes là-bas et aussi 2 campagnes en Afrique du Sud. Et les histoires ont touché des sujets tels que le VIH, la stigmatisation, le sexe transactionnel, la violence basée sur le genre, l'utilisation des préservatifs, mais aussi, particulièrement en Afrique du Sud et au Nigeria, aussi la santé maternelle et juste la contraception et inclut aussi l'avortement, par exemple. Lancé en 2019, MTV Shuga est la campagne en Côte d'Ivoire. Donc, c'est la première fois qu'on a fait MTV Shuga en Afrique francophone, en partenariat avec United. Et nos objectifs sont les suivants. Informer sur les modes de transmission du VIH et des autres IST et renforcer les modes de prévention et les mesures de tests et d'autotests du VIH. La campagne comprend une série télé, du contenu sur les réseaux sociaux, du contenu radio, une bande dessinée, des événements et des sessions animées par des pairs éducateurs. Donc, on a lancé la première série télévisée en décembre 2019 et depuis, on a en fait tourné une deuxième saison qui sera lancée en janvier 2021. Alors, comment est-ce qu'on s'est adapté dans le contexte de COVID-2019 comme toute autre organisation? Donc, on a dû arrêter évidemment toutes nos activités au mois de mars, avril. On était en fait prêts, après la diffusion de la première série télévisée, de faire des événements dans les écoles et dans d'autres lieux qui ont dû s'arrêter. Ensuite, on avait prévu de faire un casting public pour la deuxième saison, qui d'habitude on fait face à face, qui est un peu aussi un événement marketing où les jeunes viennent. Mais donc, du coup, on a fait ça en ligne et c'était un succès. On a reçu plus que 1000 entrées et on a choisi 30 personnes qu'on a vues quand même face à face, l'équipe de production. Et aussi, donc, on a fait quand même le tournage de la deuxième saison qui s'est passé en août et septembre et qui vient de se finir il y a quelques semaines. Et malgré un environnement difficile et de nombreuses contraintes, on a quand même pu le faire en prenant des mesures de distanciation sociale, des tests réguliers. Et on a eu, je pense, quand même un peu de chance que tout s'est bien déroulé. Avec chaque campagne de MTV Shuga, la Fondation travaille toujours en partenariat avec le gouvernement local et en particulier le ministère de la Santé. Donc, par exemple, en Côte d'Ivoire et ailleurs, on développe toujours toutes les histoires, les scripts, les scénarios, on les partage avec le ministère de la Santé ou le PNLS dans cette instance, pour s'assurer que les messages sont quand même en accord avec ce que le gouvernement est leur priorité aussi. Et donc, et aussi nos partenaires locaux, donc Soltis, je sais que Clémence, elle a fait sa présentation avant, qui sont donc un partenaire très important avec nous sur place, car eux, ils distribuent les autotests VIH et en Côte d'Ivoire, dans la région, que nous promotons. Et donc, la série n'est pas juste diffusée en Côte d'Ivoire, dans d'autres pays d'Afrique aussi, à travers le monde, en particulier en Afrique francophone. Et aussi, tous nos médias digitaux, ils sont aussi, donc évidemment, c'est pour pas que Côte d'Ivoire, mais ailleurs aussi. Et tout ce qu'on fait, c'est gratuit, donc on distribue à n'importe qui veut diffuser la saison. Donc, merci beaucoup. Malheureusement, je ne peux pas être là en personne, ou sur écran ce dimanche, mais ma collègue Paula sera prête pour répondre à des questions que vous avez. Merci beaucoup et bonne conférence. Merci beaucoup, Sarah. Donc, vous avez vu, l'idée, c'est de pouvoir agir à différents niveaux et mobiliser aujourd'hui des réseaux nouveaux dans la scène de la santé mondiale. Donc, très beau projet avec MTV. On va passer maintenant à 2 présentations autour du traitement. Et on va essayer de voir ensemble comment améliorer l'accès à la prise en charge de manière générale et notamment au traitement. Tout d'abord, avec la fondation CHAI, la Clinton Health Access
Initiative. Je vais donner la parole à Stella Zekeng, qui est la directrice régionale pour la Chai aujourd'hui en Afrique de l'Ouest et du Centre. Elle va nous parler du projet Optimal. À vous. Bonjour, je suis Stella Zekeng de la Chai, la Clinton Health Access Initiative. Aujourd'hui, je vous présente le projet Optimal, mis en œuvre par la Chai, accélérer l'accès à des schémas thérapeutiques pédiatriques et adultes optimaux en Afrique de l'Ouest et du Centre. Depuis 2016, le projet Unité Chai Optimal se concentrait sur la création d'une demande d'ARV spécifique dans les pays cibles de forte prévalence, en favorisant une adoption rapide et en réduisant les coûts mondiaux. Les principaux faits saillants pédiatriques comprennent le lancement d'un programme innovant et d'incitation pour le DTG pédiatrique 10 mg et d'un partenariat public-privé pour accélérer la mise sur le marché de ce produit optimal. L'engagement avec le ministère de la Santé, la société civile et d'autres parties prenantes pour soutenir l'adoption et le déploiement des produits optimaux et stimuler l'adoption dans les pays cibles. La mise à jour sur l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Nous avons regardé 3 pays, la couverture du Togo, du Bénin et du Sénégal. Couverture terre adulte, couverture terre enfant, le nombre des patients sous traitement et le nombre des enfants sous traitement. Et comme vous le constatez, le nombre des adultes sous traitement est largement supérieur au nombre des enfants sous traitement. Nous avons aussi regardé l'utilisation des produits cibles. Nous avons choisi 2 produits, l'ABC3TC, 120 mg, 60 mg, l'opirito granulé. L'utilisation dans 2 pays, le Togo et le Bénin. Entre 2018 et 2020, nous avons constaté une amélioration dans l'utilisation de ces produits cibles. L'adaptation dans le contexte de la pandémie COVID-19. Les ressources sur le COVID-19 pour les programmes nationaux de lutte contre le VIH, pour soutenir la préparation et la réponse au COVID-19 et aider les ministères de santé à prendre des précautions immédiates pour empêcher la propagation du COVID-19 et assurer la continuité des services VIH essentiels, des mémos sur la télésanté, la dispensation sur plusieurs mois, des conseils aux agents de santé et des recommandations pour les programmes nationaux de lutte contre le VIH ont été développés et diffusés au Bénin, au Togo, au Sénégal et au Burkina Faso. Le COVID-19 a accéléré une transition continue vers la dispensation de plusieurs mois pour assurer un accès continu aux ARV. La dispensation de plusieurs mois, où les patients reçoivent plusieurs mois d'antirétroviraux à la fois, permet des visites moins fréquentes dans l'établissement hospitalier, ce qui réduit la fréquence pour les patients et moins de congestion dans les cliniques. En juin 2020, le Sénégal, le Bénin, le Burkina Faso et le Togo avaient adopté la dispensation de plusieurs mois. Visibilité de la chaîne d'approvisionnement mondiale par le biais du groupe de travail sur l'approvisionnement ARV. Chai continue de suivre toutes les interruptions de la chaîne d'approvisionnement causées par d'éventuelles restrictions aériennes d'expédition. Dans le contexte des pénuries de formulation de l'opinavir, en partie en raison d'essais expérimentaux d'utilisation de l'opinavir contre COVID-19, les pays ont été encouragés
à poursuivre l'optimisation de deuxième ligne en faisant une transition proactive des patients vers le dolutegravir dans la mesure du possible. L'implication active de la communauté pour faire face à toute interruption potentielle du traitement. Des groupes communautaires d'observance ont été mis à profit pour soutenir la collecte d'ARV pour des grandes cohortes. Des personnes vivant avec le VIH en bonne santé et non infectées par le COVID-19 ont été encouragées à collecter les ARV et à les distribuer individuellement. CHAI prévoit de faire l'achat catalytique du DTG pédiatrique 10 mg au Bénin. Les informations préliminaires et importantes leçons apprises vont permettre une préparation pour une transition nationale et régionale rapide vers le produit optimal. Les comprimés de dolutegravir 10 mg dispersibles et sécables pédiatriques sont une nouvelle formulation générique du DTG qui permet le traitement antirétroviral des personnes vivant avec le VIH âgées de moins de 4 semaines et pesant moins de 20 kg. Les directives du Bénin recommandent déjà le DTG pour tout le monde. Vous pouvez voir la révision des lignes directives en 2019 dans le diapo. Le DTG pédiatrique sera introduit au Bénin en étroite coordination avec les partenaires clés, ministère de la Santé, le programme sectoriel de lutte contre le sida, la Fondation Claudine Talon et le Fonds mondial. L'achat catalytique fournira un accès anticipé à environ 600 personnes vivant avec le VIH de moins de 20 kg dans au moins 9 formations sanitaires à volume élevé. Une recherche opérationnelle ou un suivi amélioré démontrera l'impact des produits, améliorera la faisabilité des modèles de mise en œuvre et générera les preuves locales nécessaires pour favoriser une mise à l'échelle nationale et régionale. Une étroite collaboration avec les partenaires communautaires au Bénin, REBAP+, permettra le partage d'informations, la création de la demande et les apprentissages critiques, la diffusion communautaire. Un plan de transition durable avec le Fonds mondial, le programme sectoriel de lutte contre le sida, le ministère de la Santé sera développé pour garantir un accès continu aux produits optimal. Les partenariats fructueux avec les parties prenantes de l'Afrique de l'Ouest et Centre seront mis à profit pour atteindre des objectifs communs et améliorer l'accès à des produits optimaux. Le ministère de la Santé et autres institutions adéquates, telles que le PNLS, l'Agence de réglementation, les centrales d'achat et d'approvisionnement, vont assister et soutenir la révision des directives, la stratégie de mise en œuvre, l'enregistrement accéléré des produits, la pharmacovigilance, les prévisions et la quantification. L'OMS et les organisations multilatérales telles que UNICEF et ONU-SIDA vont soutenir et diffuser les meilleures pratiques. Les partenaires de mise en œuvre tels qu'EVA vont soutenir la mise en œuvre sur le terrain. Le Conseil consultatif communautaire des PPVIH s'assurer que les programmes nationaux de lutte contre le VIH prennent en compte les besoins locaux et contribuent à l'amélioration des résultats des traitements pour les personnes vivant avec le VIH. Identifier les problèmes qui pourraient affecter la mise en œuvre réussie du projet. Soutenir les activités adéquates pour la création de la demande par et pour les communautés pour des ARV optimaux. Soutenir la communication des informations relatives aux objectifs du projet et au progrès de la communauté mondiale au sens large. Je vous remercie. Les remerciements, les travaux de la CHAI, accélérer l'accès aux antirétroviraux optimaux, est rendu possible grâce au généreux soutien et au partenariat avec UNITED. Je vous remercie. Merci beaucoup. Nous sommes tous très conscients du travail
absolument crucial que joue la CHAI là-dessus, et notamment, je voudrais mettre l'accent sur le VIH pédiatrique. C'est un élément qui a été longtemps mis de côté dans des projets, notamment en Afrique francophone. On sait aujourd'hui qu'il y a des besoins importants et l'arrivée du dolutegravir dans sa version pédiatrique sera vraiment une avancée cruciale. Nous sommes évidemment très fiers de pouvoir participer à ça. Il y a une autre façon de contribuer aussi à l'accès à la prise en charge, c'est en travaillant sur tous les enjeux d'accès. United, on finance des projets autour de ça. Il y en a notamment un qui est porté par ITPC, qui veut dire International Treatment Preparedness Coalition. On va avoir aujourd'hui Morgane Amar, qui va nous présenter le projet d'accès qui est porté par ITPC et financé par United. À vous. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je m'appelle Morgane Amar, je travaille avec ITPC Global. Merci à United pour l'invitation à ce symposium. Je vais vous parler de notre travail avec ITPC pour la promotion de l'accès à des traitements plus abordables dans les pays en développement. Alors, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à la question du prix des médicaments? Parce que le prix est un déterminant, voire le déterminant clé de l'accès aux médicaments. Et le prix est lié à plusieurs éléments, et notamment à l'existence ou la non-existence de monopoles sur le marché par un ou par peu de fournisseurs. Alors concrètement, quand on a un monopole, on a un seul fournisseur, on n'a pas de compétition et on a des prix élevés de médicaments de marque ou princeps. Quand on n'a pas de monopole, par contre, là, on a des fournisseurs multiples qui peuvent opérer, la compétition s'installe et des génériques à bas prix peuvent être accessibles. Alors les monopoles de marché peuvent être dus à plusieurs facteurs, notamment à l'existence de brevets ou d'autres barrières de propriété intellectuelle. Ils peuvent être dus à l'absence d'enregistrement de plusieurs versions du médicament dans le pays. Ils peuvent être dus à des ententes illicites entre producteurs ou à un manque d'intérêt en laboratoire pour des marchés jugés trop peu juteux parce que générant de trop faibles volumes. Alors, le rôle de la compétition générique dans l'accès aux médicaments a été largement démontré, notamment dans le cadre de l'accès aux antirétroviraux génériques. Donc, quand on voit ce graphique avec cette courbe qui montre d'un côté la baisse du prix des médicaments princeps, la baisse du prix des médicaments génériques et de l'autre côté la mise sous traitement de personnes sous antirétroviraux, on voit le lien direct où on passe à 7 millions de personnes sous antirétroviraux dans le même temps où la compétition générique s'installe et où les prix génériques descendent en dessous de $100. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit que la courbe des prix des médicaments princeps suit celle des médicaments génériques et que pour s'aligner, tout le monde en fait baisse ses prix. On peut ensuite parler de l'exemple de l'Égypte et du cas de l'hépatite C. Donc l'Égypte, avec une immense épidémie d'hépatite C dans le pays, le traitement du sofosbuvir révolutionnaire qui arrive en 2013 et qui est à ce moment proposé à $900 pour l'Égypte, qui a une épidémie trop importante pour mettre tout le monde sous traitement à $900. L'Égypte commence la production locale générique de médicaments et aujourd'hui, l'Égypte a un des programmes les plus ambitieux de mise sous traitement de l'hépatite C avec des traitements produits localement qui coûtent moins de $100 la cure. Alors, ITPC a bien sûr commencé à s'intéresser au traitement du Covid avec l'arrivée de la crise du Covid-19. Avec le soutien d'United, on a pu faire une étude avec Andrew Hill qui compare le coût de production des traitements du Covid les plus prometteurs parmi ceux qui sont testés actuellement dans des études cliniques et le prix auquel ces médicaments sont vendus. Donc, on voit le sofosbuvir d'aclatasvir, par exemple, qui a un coût de production très faible de $4, mais qui est vendu à plus de $13 000 aux États-Unis. Par contre, on voit qu'en Égypte, avec les médicaments génériques, le coût est de $5, ce qui est très bas également. On peut citer aussi le cas du remdesivir, dont le coût de production est de $5 et dont le prix États-Unis est à $2 340, en Inde à $320. Donc on voit des écarts très importants entre ce qui est possible et ce qui est effectivement proposé comme prix. On peut citer aussi le cas de la dexaméthasone, où là, les prix sont beaucoup plus bas. Vous pouvez voir sur le graphique.
Alors, quelques exemples d'activités qui sont menées par ITPC et le consortium de la campagne Make Medicine Affordable, avec laquelle on travaille dans 17 pays à revenu intermédiaire. Un des champs d'action sur lesquels on travaille, c'est la veille sur les dépôts de brevets non mérités, ces brevets sur lesquels on fait des oppositions quand ils ne répondent pas aux critères de nouveauté, d'inventivité, d'application industrielle qui sont censés être la règle, qui sont la règle. On travaille aussi sur l'encouragement des génériqueurs à enregistrer leurs produits, en organisant notamment des Community Advisory Board Meetings, qui sont des réunions dans lesquelles la société civile, les communautés rencontrent l'industrie pharmaceutique, princeps ou générique des médicaments qui l'intéressent. On fait également un travail de veille sur les appels d'offres et de recours aux institutions de compétition. On travaille sur la création de la demande pour augmenter les volumes, donc par exemple du renforcement de capacité des communautés sur les traitements les plus prometteurs, sur des réunions, des National Level Technical Meetings, comme on les appelle, dans lesquels la société civile se réunit avec les acteurs principaux de la lutte contre les pandémies dans les pays. Et puis on travaille aussi sur la contribution d'un environnement légal et réglementaire favorable à la compétition, avec des réformes législatives et des procédures d'examen et d'octroi des brevets. Alors, un premier projet a été mené entre 2015 et 2018 avec le consortium Make Medicine Affordable soutenu par United. Dans le cadre de ce projet sur ces 3 années, 12 oppositions ont été faites dans 4 pays à revenu intermédiaire, donc l'Argentine, le Brésil, la Thaïlande et l'Ukraine. Et sur ces 12 oppositions, 5 ont abouti au rejet du brevet et un autre brevet a été abandonné par le détenteur. Et ce qu'on voit, c'est que ces 6 rejets de brevets ont généré 472 millions d'économies annuelles pour les 4 pays. Donc annuellement, ces 4 pays ont économisé 472 millions de dollars qui ont ensuite pu être réinjectés sur d'autres interventions, la mise sous traitement de davantage de personnes, etc. Donc on voit vraiment que les oppositions de brevets sont un instrument important pour générer des économies budgétaires. Alors aujourd'hui, en 2020, le projet a été élargi à plus de pays. On travaille aujourd'hui dans 17 pays et on travaille plus seulement sur le VIH, mais également sur l'hépatite C, sur la tuberculose et, comme j'ai dit, sur le Covid-19. Et 26 oppositions ont été déposées. Donc les procédures sont pour la plupart encore en cours. Comme je l'ai dit, c'est des procédures qui prennent du temps. Donc les résultats sont en cours. Mais étant donné les résultats obtenus sur les 3 premières années du projet, on est plutôt confiant sur le fait que les résultats devraient être prometteurs. On peut maintenant parler du cas du Maroc, dans lequel il y a plusieurs stratégies qui ont été mises en œuvre pour l'accès au sofosbuvir et au daclatasvir, donc les antiviraux à action directe pour l'hépatite C. Donc, quand le traitement du sofosbuvir est arrivé en 2013-2014, une licence volontaire a été mise en place qui excluait le Maroc. Donc, la société civile, avec ITPC MENA, a mené une campagne médiatique pour l'intégration du Maroc dans cette licence. Mais dans le même temps, le brevet sur le sofosbuvir a été rejeté. Donc, le Maroc n'avait pas de protection et pas techniquement de barrière à l'accès au générique, mais étant exclu de la licence, n'a pas accès au génériqueur indien. Donc, en 2015, le Maroc a commencé avec le laboratoire Pharma 5 à produire localement le sofosbuvir. Et à la suite de cette production locale, le Maroc a été intégré dans la licence volontaire. Puis d'autres génériqueurs se sont lancés sur le marché, mais on était quand même en situation quasi monopolistique avec seulement 2 génériqueurs qui produisaient le sofosbuvir et le daclatasvir. Donc, cette situation monopolistique a été dénoncée par ITPC MENA. D'autres génériqueurs sont entrés sur le marché. Et aujourd'hui, on a un processus avec des appels d'offres, un premier appel d'offres qui a été rejeté et un prochain appel d'offres qui devrait être relancé en 2020. Mais si on regarde cette courbe du prix, donc en 2014, un médicament proposé à 80 000 $ aux États-Unis, seul. Et puis petit à petit, avec l'arrivée d'un génériqueur, puis 2, puis plus, et aujourd'hui, en 2019, la cure sofosbuvir daclatasvir proposée à 216 $ la cure par Ketopharm. Et en 2020, on aura de nouveaux appels d'offres et peut-être des prix de plus en plus bas. Alors pour conclure, on peut dire que les prix élevés
des produits de santé et des médicaments ne sont pas une fatalité. Pendant longtemps, les questions d'approvisionnement et de négociation des prix des médicaments ont été du ressort des gouvernements seuls, mais aujourd'hui, on voit vraiment l'importance et la place que la société civile a à jouer aux côtés des gouvernements pour réduire le prix des médicaments et des autres produits de santé. Et on voit aussi que les décideurs, quand ils sont bien sensibilisés, agissent, et que c'est dans l'intérêt, dans leur intérêt, dans l'intérêt de tout le monde finalement, de travailler sur ces questions qui ont des enjeux très importants. On voit aussi que l'impact d'intervention prend du temps. Donc on a commencé en 2015 et il y a des choses qui ont porté leurs fruits et d'autres qui sont encore en cours. Et que souvent, les projets financés par les bailleurs sont des projets plutôt courts, qui durent 3 ans en général. Donc on voit que ça ne correspond pas forcément aux besoins. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que la pandémie du Covid-19 a révélé des failles et la nécessité de travailler ensemble pour améliorer l'abordabilité des médicaments. C'est un travail qui est fait. Dans le cas du Maroc, par exemple, c'est vraiment un travail de collaboration qui a été fait avec l'industrie pharmaceutique locale générique, avec le ministère de la Santé, avec la société civile et une multitude d'acteurs en fait, qui ont un intérêt commun d'économie budgétaire et de baisse des prix. Et pour conclure, à ce jour, on a encore très peu de bailleurs qui financent ces interventions sur la propriété intellectuelle. United est l'un des seuls bailleurs qui travaillent sur ces questions et qui finance ce type d'intervention par la société civile. Et il est important de sensibiliser d'autres bailleurs pour que ces interventions qui ont un impact démontré soient vraiment pérennes. Voilà, je vous incite à aller voir notre site et je vous remercie. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci. Merci beaucoup, Morgane. Je pense qu'on vient de voir l'importance, en fait, d'avoir une approche globale, travailler sur les questions de communication, prévention, les questions de dépistage, les questions de traitement médical, prise en charge, mais aussi le cadre politique, légal. Et c'est vraiment cette approche globale qu'on essaye de stimuler, de financer, d'appuyer à United pour aller plus loin dans la lutte contre le VIH. Au-delà du VIH, il y a, comme vous le savez, des maladies annexes, et notamment une qui joue un rôle clé, qui est la tuberculose. Donc, nous allons maintenant passer à 2 présentations autour de ça. Avant de donner la parole au prochain, je voudrais surtout vous dire que nous sommes nombreux en direct, plus de 260 personnes. Donc, merci de nous suivre et vous dire qu'on a un quart d'heure, presque 20 minutes à la fin, pour répondre à vos questions. Donc, surtout, n'hésitez pas à poser des questions en direct. Vous pouvez le faire sur la plateforme et nous essaierons d'y répondre dans la session juste après les 2 présentations qui viennent. La première sera faite par le docteur Raoul Meau, qui aujourd'hui remplit plusieurs fonctions. Il est le directeur du programme PAXI en Côte d'Ivoire. Il est professeur de santé publique à l'ISPED à Bordeaux et il va nous parler du programme TB Speed sur le dépistage de la tuberculose. À toi. Bonjour, mesdames et messieurs, chers congressistes de l'AFRAVI 2020, chers connectés. Au nom de l'équipe TB Speed, je vais vous présenter les avancées de ce projet et je suis le docteur Raoul Meau de la Côte d'Ivoire. TB Speed, dont le titre pourrait se décliner ainsi, renforcer la prise en charge de la tuberculose pédiatrique, améliorer son diagnostic chez les enfants infectés par le VIH. Quelques mots sur le fardeau de la tuberculose et le manque de diagnostic. En 2019, ce sont 1 200 000 nouveaux cas de tuberculose qui ont été diagnostiqués. En 2018, 560 000 cas ont été notifiés à l'OMS et nous avons déploré l'année dernière 230 000 décès et majoritairement chez des enfants de moins de 5 ans non diagnostiqués et donc qui n'ont pas reçu de traitement. Et quelles en sont les principales raisons? Dans beaucoup de centres de santé, il y a une absence de capacité diagnostique de la TB pédiatrique. Il y a également ce souci de manque de méthodes de collecte des échantillons et des tests diagnostiques qui sont efficaces et faciles à utiliser chez les enfants. Et il faut noter également un nombre insuffisant de personnel de santé qualifié
pour la prise en charge de la TB pédiatrique. Et chez les enfants les plus vulnérables, il n'y a pas de dépistage systématique de la TB. L'objectif principal de TB Speed est de contribuer à la réduction de la mortalité infantile due à la TB, avec comme résultat principal de développer et de rendre disponible une approche innovatrice, décentralisée, faisable et coût-efficace du diagnostic de la TB pédiatrique, afin d'en augmenter la détection des cas et l'accès au traitement. Il y a 7 pays participants, le Cambodge, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Mozambique, la Sierra Leone, l'Ouganda et la Zambie, pour un projet qui va durer 4 ans, d'octobre 2017 à septembre 2021. L'approche microbiologique de TB Speed repose sur le diagnostic moléculaire avec Expert Ultra sur deux échantillons qui sont relativement faciles à collecter chez les enfants et récemment recommandés par l'OMS, que sont l'aspiration nasopharyngée et l'échantillon de sel. Ce diagnostic est facilité par le déploiement, comme vous le voyez à la droite de votre écran, d'Automate GenExpert à un module sur batterie au niveau des centres de santé primaires. TB Speed se décline en 6 axes de travail, dont 3 cliniques et 3 techniques. Le premier axe de travail concerne la décentralisation du diagnostic de la tuberculose pédiatrique dans les hôpitaux de district et les centres de santé primaires. Le deuxième axe va évaluer une stratégie de détection systématique de la tuberculose chez les enfants se présentant dans un tableau de pneumonie sévère. Le troisième axe va permettre la validation d'outils et d'algorithmes diagnostiques de la TB chez les enfants infectés par le VIH ou sévèrement malnutris. Les axes techniques, l'axe technique 4 va concerner l'optimisation des méthodes de collecte et de traitement des échantillons. Le 5, lui, va évaluer l'aspect coût-efficace et l'impact sur le marché des approches diagnostiques. Et l'axe de travail 6 concerne la communication, la diffusion et la mobilisation des partenaires, tant au niveau national que international. Quelques mots de spécificité de la tuberculose chez les enfants infectés par le VIH. Dans cette catégorie de population, on a une augmentation de 20 à 30 fois du risque de tuberculose et un tiers des décès va survenir chez les enfants porteurs du VIH et en raison de présentations cliniques assez spécifiques comme des formes disséminées, des formes extrapulmonaires et en raison d'une symptomatologie peu spécifique, il y a un risque élevé de sous-diagnostic de la tuberculose. Ce constat fait nous impose un besoin de développement de nouveaux algorithmes de score diagnostique pour une décision thérapeutique rapide chez les enfants infectés par le VIH. Focalisons-nous quelques instants sur l'étude TB Speed VIH. Son objectif principal est d'évaluer la proportion de tuberculose non diagnostiquée chez des enfants porteurs du VIH avec une tuberculose présomptive et non traitée sur la base de l'algorithme de décision thérapeutique qui avait été utilisé dans l'essai PANTHER. Il y a également une étude de validation externe par le biais d'une étude prospective multicentrique évaluant l'innocuité et la faisabilité de l'algorithme de décision thérapeutique dans l'essai PANTHER chez les enfants porteurs du VIH avec présomption de tuberculose. 7 hôpitaux sont concernés dans 4 pays, la Côte d'Ivoire, l'Ouganda, le Mozambique et la Zambie. 550 enfants séropositifs pour le VIH âgés de 1 mois à 14 ans doivent y être inclus avec présomption de tuberculose sur la base de critères d'inclusion de l'essai PANTHER. Voici schématisé l'algorithme de décision thérapeutique de la tuberculose dans l'essai PANTHER. Et cet algorithme est basé sur une série d'examens cliniques et paracliniques auxquels sont attribués un score
selon leur association avec le risque de tuberculose et qui sont réalisées de façon séquentielle dans la démarche diagnostique. Cela permet ainsi de démarrer un traitement antituberculeux de façon rapide dès qu'un score de 100 points est obtenu sans nécessairement avoir besoin de réaliser tous les tests. Vous connaissez tous le contexte sanitaire lié à la COVID-19 dans lequel on évolue depuis le début de cette année. Il a impacté cette étude dont les inclusions ont débuté en novembre 2019. Ils ont dû être arrêtés le 1er avril 2020 et depuis août 2020, on est dans un redémarrage progressif. Bien sûr, il a fallu s'adapter à ce contexte en gérant et en coordonnant le projet à distance. On a également mis en place une task force COVID-19 qui se réunit tous les mercredis. On a investi tant au niveau international que national dans l'achat d'équipements de protection individuelle. Et bien sûr, il a fallu développer des procédures de protection du personnel et des participants, ainsi que le suivi à distance. Et bien sûr, notre gratitude aux promoteurs et aux membres du comité indépendant qui, sur la base des informations qu'on leur a fournies, nous ont prodigué des conseils avisés et utiles. Quelques chiffres concernant les résultats préliminaires de l'étude TB-Speed VIH. 65 enfants y ont été inclus, dont 43% étaient de sexe féminin, âge médian de 5 ans, 9% avaient un antécédent de traitement antituberculeux, 40% étaient malnutris sévères, le taux médian de l'hémoglobine était de 9,8 grammes par décilitre, 58% bénéficiaient d'un traitement antirétroviral à l'inclusion et le pourcentage médian des CD4 était de 23%. Alors, quid de la faisabilité de la collecte d'échantillons et du test expert? Les résultats préliminaires en termes de cette faisabilité là montrent que plus de 90% des enfants ont eu une aspiration nasopharyngée ayant permis de faire un test expert et que des selles ont pu être collectées chez 92% des enfants, et qu'au total, 85% ont eu un diagnostic expert sur selle. En conclusion, comme vous l'avez constaté, on a noté une bonne faisabilité de l'aspiration nasopharyngée et du prélèvement de selles chez les enfants infectés par le VIH. Et en cours actuellement, nous avons une évaluation au niveau des soins de santé primaire dans l'étude Axe clinique 1, qui est la décentralisation. Et nous avons également une évaluation qualitative de la faisabilité, de l'acceptabilité dans l'étude TB-Speed Axe de travail 2, qui est l'étude pneumonie. Et enfin, si vous cliquez sur ce lien-là, voilà, vous aurez une formation sur la radiographie et les procédures pour la collecte et le traitement des échantillons d'aspiration nasopharyngée et de selles qui sont disponibles. Les résultats finaux de l'étude TB-Speed sont attendus entre le troisième trimestre 2021 et le premier trimestre 2022. Je ne saurais terminer sans remercier le promoteur principal United ainsi que Initiative 5% et tous les membres du consortium qui œuvrent à la mise en œuvre et au suivi et au bon déroulement de l'étude TB-Speed. Et vous-même, chers connectés, merci pour votre aimable attention. Merci beaucoup, Raoul, pour cette excellente présentation. C'est un projet ambitieux. Et nous sommes ravis à United de pouvoir justement investir sur cette ambition scientifique que vous portez. Sans plus tarder, je vais passer la parole à la Fondation Elisabeth Glaser, qui travaille particulièrement sur les enfants, comme on l'a vu, sur le diagnostic de la tuberculose chez les enfants. Je donne la parole au monsieur Gico Bondolet. À vous. Bonjour à tous, je suis M. Gico Bondolet, le responsable de suivi et évaluation du projet CAPTIBI en République démocratique du Congo pour le compte de la Fondation Elisabeth Glaser.
De prime abord, nous tenons à remercier les organisateurs pour l'invitation qui nous a été partagée pour pouvoir participer à cette grande réunion. Et par rapport à notre présentation, nous ferons de notre mieux pour partager l'essentiel de notre communication dans les temps impartis. Alors, nous allons échanger sur l'intégration du dépistage de la tuberculose dans les ports d'entrée pédiatrique, bien sûr avec un accent sur les modèles d'intervention CAPTIBI. Pour ce qui est de notre présentation, nous allons plus nous attarder sur le modèle d'intervention CAPTIBI, bien sûr avec la présentation des résultats préliminaires et les leçons apprises jusqu'à ces jours. OK. Faisons suite au rapport OMS 2020 publié sur la tuberculose dans le monde. Les évidences du dit rapport nous révèlent que la République démocratique du Congo demeure parmi les pays les plus touchés par la tuberculose. Et avec une proportion de la détection de la TB pédiatrique à 13%, cela nous montre qu'il y a encore des efforts qui doivent être menés au niveau de la RDC pour pouvoir améliorer la détection de la tuberculose pédiatrique et voire même du traitement. Okay. Pour ce qui est des CAPTIBI en RDC, le projet consiste à développer des modèles innovatifs pour améliorer la prise en charge de la tuberculose pédiatrique, dont la prévention, la détection et les traitements tant curatifs que préventifs. Alors, pour cela, le projet a deux grandes composantes, à savoir la composante clinique et communautaire. Pour la composante clinique, nous avons un total de 30 sites dans lesquels le modèle d'intervention CAPTIBI est mis en œuvre, avec bien sûr 5 ports d'entrée pédiatriques fonctionnels, dont 2 traditionnels, à savoir la consultation externe et la porte VIH. Et nous avons également 3 portes d'entrée dans lesquelles CAPTIBI a intégré le dépistage de la tuberculose. Nous citons la santé maternelle et infantile, la nutrition et l'hospitalisation pédiatrique. Pour la composante communautaire, nous avons une ONG locale comme partenaire de mise en œuvre pour les activités relatives à l'investigation des contacts dans les ménages. OK. Une évaluation de base a été menée ensemble avec le programme national de la TB en RDC et les résultats ont révélé la non-intégration du dépistage de la tuberculose dans certaines portes d'entrée pédiatriques, bien sûr, la non-capacitation de certains prestataires dans la prise en charge de la tuberculose pédiatrique, le manque de matériel de collecte d'échantillons, la non-systématisation d'investigation des contacts au niveau de la communauté, et au niveau des formations sanitaires, le manque de système de collecte et transport des échantillons, l'accès limité à GeneXpert pour le présumé TB pédiatrique et l'accès limité à l'investigation radiographique pour le diagnostic de la tuberculose pédiatrique. Et là, avec CAPTIBI, nous avons intégré le dépistage de la tuberculose pédiatrique dans la porte d'entrée SMI, nutrition et hospitalisation pédiatrique. Nous avons également renforcé le dépistage de la tuberculose dans la porte d'entrée VIH et consultation externe. Nous avons capacité de prestataires dans la prise en charge de la tuberculose pédiatrique. Et pour systématiser le dépistage de la TB pédiatrique, CAPTIBI a introduit la fiche de dépistage TB au niveau du pays. Et nous approvisionnons des sites en matériel de collecte des échantillons. Également, ensemble avec les programmes, nous avons revisité les guides du pays pour pouvoir amener l'expert comme test de première intention pour les diagnostics TB des enfants originaires TB. Et ici également de noter que CAPTIBI a introduit la cartouche Ultra en République démocratique du Congo. Nous avons systématisé l'investigation des contacts dans les ménages et voire au niveau des formations sanitaires. Nous avons renforcé les systèmes de collecte et de transport des échantillons avec le modèle EBSPOC. Et nous appuyons également l'investigation radiographique pour le diagnostic de la TB pédiatrique. Et pour bien asseoir la mise en œuvre des modèles d'intervention CAPTIBI au niveau des sites, nous avons une approche de monitoring de proximité des sites. OK. Pendant que le projet avait pris une bonne allure, tant au niveau du processus que des résultats, la COVID vient se pointer devant nous avec un coup dur en termes de suspension des activités communautaires et faible fréquentation des patients au niveau des structures sanitaires et impactant ainsi la détection de la tuberculose pédiatrique au niveau pays et des sites CAPTIBI de mise en œuvre.
Et comme réponse, il y a eu des plaidoyers sur la reprise des activités communautaires. Et là, nous avons déjà, depuis le début du troisième trimestre 2020, nous avons reçu une réponse positive, où les acteurs de mise en œuvre ont reçu une réponse positive du ministère de la Santé sur la reprise des activités communautaires avec une approche protégée. Il y a eu formation des prestataires sur les mesures barrières Covid et sensibilisation des populations. Et il y a eu disponibilisation des équipements de protection individuelle dans les sites. Et nous avons également renforcé la connectivité entre prestataires de différents sites via les groupes WhatsApp pour le partage des défis et meilleures pratiques en temps réel. Là, nous avons les premières évidences en termes de moyenne mensuelle de la détection TB pédiatrique. Et là, nous voyons la comparaison de la période avant CAPTB et la période de mise en œuvre CAPTB. Nous voyons comment il y a eu boostage de la moyenne mensuelle de la détection de la TB pédiatrique. Et là, nous voyons le taux d'accroissement qui est maintenant à 56% et qui est largement supérieur au taux d'accroissement naturel. Et là, nous avons également d'autres évidences préliminaires, CAPTB en termes de nombre d'enfants à dépister pour identifier un CAPTB. Par exemple, pour la nutrition, la porte d'entrée de nutrition, les évidences préliminaires CAPTB montrent que nous avons besoin de dépister 6 enfants pour identifier un CAPTB. Pour la porte d'investigation des contacts, nous avons investigation des contacts dans la formation sanitaire, nous avons besoin de dépister 12 enfants pour identifier un CAPTB. La même chose pour le VIH, 16 enfants à dépister pour identifier un CAPTB. Consultation externe, 30 enfants à dépister pour identifier un CAPTB. L'hospitalisation, 36 enfants à dépister pour identifier un CAPTB et la même chose pour l'investigation des contacts dans les ménages. Et comme leçon apprise jusqu'à ce jour, nous avons noté que les renforcements des capacités des prestataires dans la gestion de la tuberculose pédiatrique reste un paramètre important à considérer pour l'amélioration de la détection. L'intégration du screening TB dans toutes les portes d'entrée pédiatriques, ça reste un élément important que nous devons considérer quand on veut améliorer la détection de la TB pédiatrique. Et il faut mettre en place ou renforcer les systèmes de collecte et transport des échantillons avec un modèle bien clair afin de faciliter l'accès à experts pour les enfants présumés. Également, il est clairement indiqué qu'il faut laisser une place de choix aux acteurs communautaires pour une investigation des contacts dans les ménages réussis. Et pour finir, pour une meilleure appropriation des innovations au niveau des pays, il faut une bonne collaboration avec le programme national de la tuberculose, en associant les acteurs de ces derniers dans la planification et voire même la mise en œuvre du projet. OK, le dernier slide, c'est le slide des remerciements. Et là, nous profitons pour remercier une fois de plus United pour son support et soutien par rapport à l'introduction des innovations sur la gestion de la tuberculose pédiatrique afin d'améliorer la détection de la TB pédiatrique. Je dis et je vous remercie. Merci beaucoup, Chico. Je pense que c'était très important de voir comment se travaille au niveau des pays avec le ministère de la Santé, avec les organisations, est fondamental pour réfléchir à moyen et à long terme. Merci beaucoup pour ce projet, évidemment, très important pour nous. Vous avez vu dans tout ce qu'on a présenté, il y a 3 éléments, je pense, clés qui sont portés aujourd'hui par notre directeur Philippe Dunton, qui est l'idée de simplifier le soin pour les patients, le dépistage, toutes les interventions. Deuxièmement, accélérer l'arrivée de l'innovation pour eux. Il ne faut pas tarder, il faut accélérer aujourd'hui notre réponse. Et troisièmement, c'est à travers tout ça, venir transformer aujourd'hui la réalité des personnes sur le terrain et travailler pour un accès équitable à tous. C'est aujourd'hui vraiment 3 piliers sur lesquels à United,
on veut travailler avec vous. Alors, vous voyez autour de la table, j'allais dire, plusieurs des participants. On va avoir une session qui va être animée par Moumouni Kinda, qui est le directeur des opérations de l'ONG Alima. Moumouni a travaillé avant dans plusieurs pays avec UNICEF et puis avec Alima déjà de nombreuses années sur le terrain et aujourd'hui à Dakar. Et c'est un plaisir de t'avoir avec nous. Moumouni, je te passe la parole. Merci beaucoup, Louis. Je remercie tous les intervenants pour leur brillante présentation. Et donc, sans plus tarder, nous allons passer à la session de questions-réponses. Nous avons 15 minutes et je rappelle que vous pouvez toujours poser des questions à travers le chat. Donc, pour commencer, on a une question pour Clémence Doumen-Kaïdara. Cette question, elle va aller vite puisqu'elle est axée sur la disponibilité des autotests de diagnostic HIV au Sénégal. Donc, je pense que la personne qui est un anonyme voudrait savoir si ces tests sont bien disponibles ou pas au Sénégal. Merci Mouni pour la question. Alors je confirme que dans le cadre du projet Atlas, dans 3 régions du Sénégal que sont la zone de Dakar, Thiès, Mbour et également Ziguinchor, nous avons plusieurs dizaines de sites de dispensation actifs avec le ministère de la Santé et puis nos partenaires, notamment Enda Santé et le CEPIAD, et que le plus simple pour une personne qui souhaite savoir où trouver un test, c'est d'appeler le numéro vert VIH du Sénégal au 800 00 30 30, qui est aussi un de nos partenaires et qui pourra indiquer à cette personne où trouver un autotest. Merci beaucoup, Clémence. Alors, une question pour le docteur Raoul Mo. C'est à quand la disponibilité du dolutegravir pédiatrique dans la sous-région? Je ne sais pas si vous pouvez répondre à cette question. Je crois qu'elle ne m'est pas destinée, c'est plutôt le projet SHIELD. Non, elle ne m'est pas destinée. Si, c'est le projet Chai, voilà, qui travaille là-dessus, tout à fait. Et donc, malheureusement, ils n'ont pas pu se joindre à nous, mais pour vous dire que déjà, d'ici la fin de l'année, il y a des pays, notamment par exemple le Nigeria, et je pense aussi le Bénin, qui vont pouvoir, début 2021, avoir accès à ces médicaments. C'est des premières initiatives et on espère tout au long de l'année 2021 que ça deviendra une réalité pour le plus grand nombre de pays dans la sous-région. Merci beaucoup, Louis. Alors, on a une autre question de M. Mbaye Diakate de l'ANCS au Sénégal, qui ressemble plutôt à une inquiétude, puisque la personne voudrait savoir si le Fonds mondial va continuer à orienter son financement pour les populations clés, alors qu'il y a un risque au niveau de la population générale défavorisée au Sénégal. Donc, je ne sais pas si Philippe Dunton est avec nous pour essayer de lever l'inquiétude de M. Mbaye Diakate ou pas. Je ne suis pas sûr, Moumouni. Je pense en effet, peut-être qu'on peut passer à la question suivante, parce que je ne pense pas qu'il soit là. Vas-y sur la question suivante. D'accord. Alors, on a une question sur le projet Atlas. La personne qui pose la question, qui est un anonyme, remarque que 70%, il y a 70% de femmes parmi les bénéficiaires des autotests. Et donc, elle voudrait savoir quelle est l'analyse par rapport à la question genre et comment est-ce qu'on pourrait avoir une meilleure couverture des hommes par rapport aux autotests. Alors, on a un taux important de femmes qui sont touchées dans le cadre du projet, principalement parce que les travailleuses du sexe sont vraiment une des populations stratégiques ciblées par le projet, mais également une population où on a vraiment ressenti un engouement et où l'autodépistage répondait vraiment à un besoin. Donc, c'est ce qui explique qu'on a une grande partie de femmes. Après, le projet s'adresse aussi aux hommes, et notamment aux hommes qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes, mais pas uniquement. Et on a différents canaux par lesquels on arrive aujourd'hui à cibler des hommes, que ça soit par le réseau des usagers de drogue, des hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes, mais aussi les cas index et les personnes ou partenaires de personnes qui ont des infections sexuellement transmissibles.
D'accord. Et Clémence, encore une autre question. Quel est le prix moyen du test? Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il est gratuit, le test, et aujourd'hui, il n'est pas encore vendu. Donc, il y a des initiatives, des discussions en cours, notamment en Côte d'Ivoire, avec l'appui du Programme national de lutte contre le sida, pour faciliter l'introduction des autotests dans les officines privées et les pharmacies. Et il y a des discussions relativement bien avancées. Et le prix est encore en cours de discussion, donc je ne peux pas vous en communiquer un. Mais par contre, dans le cadre du projet Atlas et pour ces populations cibles-là, l'autotest est bien évidemment gratuit. Je te remercie. Alors, on a une question pour Diko Bondoulé et éventuellement Raoul Mo autour du retentissement de la COVID-19 sur la prise en charge de la tuberculose. Est-ce que donc dans votre pratique de tous les jours, vous avez remarqué un impact de la crise COVID-19 sur la prise en charge de la tuberculose? Oui, merci pour la question. En tout cas, du côté de la Côte d'Ivoire, oui, ça s'est ressenti parce qu'au plus fort de la crise sanitaire, au plus fort de la pandémie, on a eu une baisse importante de la fréquentation des centres de santé, jusqu'à 50% de baisse de fréquentation des centres de santé, avec des signes qui imitaient, comme on le dit, à s'y méprendre, avec la toux et tout ça, la COVID-19. Donc, voici l'impact que ça a eu. Les patients avaient peur voilà, d'envoyer leurs enfants au centre et eux-mêmes malades de fréquenter les centres. Merci bien, docteur Raoul. Alors, nous avons également une question de précision autour d'un anonyme qui voudrait savoir comment le rejet des brevets peut-il générer des économies. Alors, je pense que la réponse, elle est simple. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut bien répondre, sinon je pourrais essayer. Vas-y, Momouni, peut-être. Très bien. Alors, je pense que l'intervenant nous a expliqué que du fait justement des économies générées par justement ce rejet des brevets-là, je pense que les différents intervenants pouvaient injecter ces sommes autour d'autres actions prioritaires au lieu de le consacrer, par exemple, à l'achat, on va dire, de médicaments qui sont très, très onéreux. Donc, alors, on a des questions qui sont très techniques. Je pense que on va pas s'attarder sur les questions très techniques, mais j'en prends quand même une de Frédéric Legal qui voudrait savoir qu'est-ce qui incite à faire la recherche de tuberculose dans les selles. Donc, une question adressée à Dr Raoul, une fois de plus. Oui, merci pour la question. Comme je l'ai dit dans la présentation, ce sont les difficultés diagnostiques chez les enfants. Vous conviendrez avec moi que ce n'est pas facile de dire à un enfant de produire une expectoration de qualité qui ont conduit à ce besoin de développer des outils diagnostiques plus simples et plus faciles à réaliser chez les enfants, comme l'aspiration nasopharyngée et le recueil de selles. Merci beaucoup. Oui, on a Morgane qui veut peut-être préciser quelque chose. Donc, si vous m'entendez, allez-y. Vous m'entendez? Vas-y, Morgane. D'accord, pardon. C'était pour répondre à la question sur les brevets, mais Mouni y a déjà répondu du coup. Donc voilà, j'ai peut-être pas assez expliqué, mais donc quand on a un brevet, on a une protection qui est fixée pour au moins 20 ans, ce qui est fixé par les accords APIC sur le commerce. Donc en général, pendant 20 ans minimum, on a une protection qui empêche la production de génériques et la commercialisation de génériques. Et donc, quand on lève le brevet, des génériques peuvent se mettre sur le marché, la compétition peut s'installer et les prix baissent. Et donc, ça baisse les budgets. Ça permet des économies budgétaires puisque les pays peuvent acheter des médicaments à beaucoup plus bas prix et donc mettre plus de personnes sous traitement ou faire des interventions, etc. Voilà, c'est juste pour revenir là-dessus. C'est très clair, Morgane. Peut-être, Momouni, tu peux, parce que je vois le temps qui passe, ce serait intéressant d'avoir aussi ton expérience
sur comment à Lima, justement, vous avez fait face à tout ce que la Covid a apporté comme changement. Avant qu'on passe la parole, je vois que le temps nous est un petit peu serré. D'accord, merci beaucoup, Louis. Alors, j'aimerais dire chez Alima, en fait, bien évidemment, on travaille avec United et d'autres ONG dans un consortium pour améliorer, on va dire, l'accès aux oxymètres de pouls pour faciliter, bien évidemment, la prise en charge des infections respiratoires, surtout chez l'enfant. Nous travaillons également dans d'autres projets au niveau de la région. Et j'ai vu également beaucoup de questions à travers, justement, l'intégration communautaire. Et donc, il faut dire que nous avons eu une réponse directe sur la COVID-19 que nous avons pu mener de manière rapide du fait de notre présence au niveau de l'Afrique centrale et de l'Ouest, avec pas mal de travailleurs issus justement de cette région-là et une très bonne collaboration justement avec les ministères de la Santé, ce qui nous a permis en tout cas de ne pas avoir de retard dans les interventions que nous avons menées. Alors, de l'autre côté, aujourd'hui, il faut se dire que le professeur Marie Kolsek l'a souligné, nous avons quand même eu beaucoup peur, mais il y a eu moins d'impact de la COVID sur nos pays en Afrique. Mais la COVID, elle est encore là. Et donc, la question prochaine, c'est comment est-ce que nous allons faire justement pour intégrer en fait la vaccination au sein de nos populations, comment est-ce que nous allons pouvoir intégrer, disons-le, la question des tests de diagnostic rapide pour une meilleure prise en charge de la COVID, parce que comme vous le savez, la COVID a un impact sur le VIH, sur la tuberculose et les autres maladies. Donc, c'est une question, à mon avis, qui est très importante, puisque si, comme vous le savez, on va demeurer longtemps avec la COVID, et donc la solution la plus proche, en tout cas aujourd'hui, serait la vaccination. Donc, on a les pays développés qui travaillent à trouver, on va dire, des vaccins efficaces. Et bien évidemment, il va se poser des questions d'accès et des questions également de vaccination tout simplement au niveau de la région africaine, parce que comme vous le savez, on a eu pas mal de polémiques autour de la question de la vaccination, pas mal de polémiques autour de la recherche. Donc, je pense qu'on doit tous être engagés pour travailler à comment arriver à rendre disponibles ces vaccins-là au sein de la population africaine, aussi bien en s'attaquant aux questions de coûts. Et là-dessus, je pense que peut-être Morgane et sa structure sont peut-être engagés là-dedans. Et aussi comment travailler justement à lever les barrières communautaires qu'on pourrait voir ou qu'on pourrait anticiper avec l'arrivée de ces vaccins, eu égard à tout ce qui a été dit, on va dire, dans un passé très récent. Donc, voilà ce que je peux dire par rapport à ce que Alima fait et par rapport aux réflexions que nous avons aujourd'hui. Merci beaucoup, Moumouni. Je pense que on partage tous cette inquiétude avec toi. Je dirais même un peu plus loin. Hein. On sait qu'il y a les vaccins, mais c'est très important aussi tout le travail à faire sur le diagnostic. Et on commence aujourd'hui, heureusement, à avoir des résultats avec les tests antigéniques qui ont été poussés par le consortium ACTA pour pouvoir dépister un plus grand nombre. Et aussi le traitement. On ne pourra pas vaincre cette épidémie simplement avec le vaccin. Le rôle du traitement va être crucial. Et donc, c'est vraiment en abordant ces trois éléments qu'on va pouvoir aujourd'hui aller de l'avant. Malheureusement, le temps nous rattrape. Je voudrais vous remercier tous, d'abord tous ceux qui ont présenté aujourd'hui pour vos présentations excellentes et surtout vous féliciter pour la qualité des projets que vous appuyez. Encore une fois, c'est vraiment un honneur, je pense, pour nous, United, de pouvoir travailler à vos côtés. Et pour finir, je voudrais passer la parole à Madame la ministre Marisol Touraine, présidente aujourd'hui du conseil d'administration de United, pour les mots de conclusion. Merci à tous et Madame Touraine, à vous la parole. Monsieur le directeur général d'United, cher Philippe, Madame la ministre,
Madame l'ambassadrice, Mesdames et Messieurs les directrices, directeurs, professeurs, je veux commencer par remercier tous les participants à ce séminaire pour leurs interventions et me réjouir de la tenue de ce forum malgré les contraintes du contexte sanitaire, même si évidemment nous aurions tous préféré pouvoir nous rencontrer à Dakar. Au moment où le monde entier a les yeux braqués sur l'épidémie de Covid-19, nous devons rappeler inlassablement que la lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme doivent continuer d'être une priorité, notamment en Afrique de l'Ouest et du Centre. Et cette priorité, elle est présente pour UNITAID, dont je veux saluer les équipes et la mobilisation. Nous devons rester d'autant plus mobilisés que cette pandémie de Covid-19 complique, impacte le déploiement de nos programmes sur le terrain et menace l'accès des malades à la santé en pesant fortement sur le fonctionnement des hôpitaux. Dans ce contexte, nous devons redoubler d'efforts et d'imagination et en écho aux interventions précédentes, je voudrais insister sur 3 points. D'abord, UNITAID est un acteur majeur de la lutte contre le VIH, la tuberculose, le paludisme en Afrique de l'Ouest et du Centre. Nous mesurons le chemin qui reste à parcourir. Nous mesurons aussi celui que nous avons déjà parcouru grâce aux actions que nous avons menées. La réalité aujourd'hui, c'est que la tuberculose tuera autant, peut-être davantage, que la Covid-19 cette année. La réalité, c'est aussi que les indicateurs de prise en charge du VIH restent moins bons en Afrique de l'Ouest et du Centre qu'ailleurs dans le monde. La moitié seulement des personnes qui connaissent leur statut positif ont accès à un traitement antirétroviral, alors que c'est près de 80% dans le reste du monde. Et pourtant, nous avons fait des progrès immenses et UNITAID en a apporté l'essentiel pour un accès équitable à la santé. En faisant baisser d'abord le prix des traitements, je veux rappeler que les traitements antirétroviraux sont accessibles pour 75 $ en Afrique, alors que cela revient plus de 10 000 $ en Europe. Je voudrais rappeler que l'on peut se faire dépister et soigner contre le cancer de l'utérus pour 1 $ dans cette région du monde. Nous l'avons fait aussi à UNITAID en mettant en place des traitements et des tests au plus près des besoins locaux pour éviter à la population des déplacements fatigants, coûteux et parfois inutiles. Nous l'avons fait à UNITAID en proposant des formulations adaptées aux enfants pour la lutte contre la tuberculose pédiatrique dans 80 pays, dans plus de 80 pays concrètement aujourd'hui. Ces traitements mieux adaptés sont désormais accessibles. Mais pour éradiquer ces maladies, et c'est mon deuxième message, il faut évidemment des traitements accessibles, il faut aussi des systèmes de santé robustes et des relais dans la société civile et les communautés. Et c'est un engagement fort d'UNITAID que de cibler les populations clés, et on ne le dira jamais assez. Cela suppose que ces populations soient reconnues comme telles, identifiées et respectées partout et par tous. Cela veut dire aussi savoir parler à des publics différents et en particulier aux jeunes. Je salue le travail de MTV Shuga avec qui nous avons mis en place des programmes spécifiques dont nous voyons bien qu'ils arrivent à toucher une population que les messages traditionnels ne savaient pas atteindre. Il nous faut aussi faire porter l'effort en direction des femmes, à la fois parce que la situation des enfants en Afrique de l'Ouest et du Centre reste particulièrement préoccupante, mais aussi parce que les femmes sont une porte d'entrée efficace dans les communautés. Et puis, nous devons toujours penser à travailler avec la société civile, la connaissance des enjeux, l'acceptation des programmes par ceux qui en sont la cible sont évidemment, ici comme ailleurs, des situations ou des enjeux majeurs. Enfin, l'épidémie de Covid-19 nous montre que la communauté internationale sait se mobiliser fortement face à l'urgence. Ce n'est pas nouveau, elle a su le faire face au VIH il y a 15-20 ans avec la création notamment du Fonds mondial et d'UNITAID, mais nous devons renouveler cet engagement. Nous avons su, et UNITAID en a été le fer de lance,
inventer un multilatéralisme de projets qui donne des résultats concrets. J'en ai rappelé quelques-uns il y a un instant. Et ce multilatéralisme a besoin d'un engagement fort, permanent, répété de la communauté internationale. La grande idée qu'UNITED a défendue, pas seule bien sûr, avec d'autres, c'est que la solidarité n'est pas seulement une affaire de générosité et de philanthropie, c'est un projet politique. Notre conviction, c'est que pour que chacun soit protégé, tout le monde doit l'être. Au moment où ressurgit la tentation du repli, il faut rappeler que les pandémies ne connaissent pas de frontières et qu'il est totalement illusoire de penser que nous pouvons rester protégés à l'abri dans nos pays, que nous pouvons être en sécurité si d'autres ne le sont pas. L'épidémie de Covid-19 nous rappelle cette réalité, nous devons la marteler. Ce qui est vrai face à la Covid-19 l'est tout autant face au VIH-Sida, à la tuberculose et au paludisme. Mesdames, Messieurs, chers amis, la santé mondiale, ce n'est pas un slogan, c'est un projet politique qui appelle un engagement de tous, partout, toujours renouvelé. Nous ne lutterons pas contre la Covid-19 en abandonnant à leur sort les malades du sida ou de la tuberculose. Les leçons de la pandémie actuelle, c'est une mobilisation politique et financière sans précédent pour lutter contre la maladie, un investissement massif dans la recherche pour le diagnostic, les vaccins, les traitements, une identification rapide du nombre de cas et de décès, et cela est important car cela permet de mieux lutter contre la maladie. Alors ces leçons, nous devons aussi les appliquer à la lutte contre les 3 grandes pandémies historiques qui touchent le continent africain. UNITED est née de cet engagement et de cette conviction forte. La solidarité n'est pas une option. Elle est une nécessité pour la santé mondiale et la stabilité du monde. Cette grande idée, UNITED continue et continuera de la porter avec vous, grâce à vous tous, et c'est ainsi que nous pourrons progresser. Merci de votre attention.